Là, je suis Issa Edli, je suis professionnel de recherche à l'Institut Intelligence et Données. Aujourd'hui, là, je voudrais vous parler du système d'intelligence artificielle en production avec une vision vraiment d'approche basée sur les données. Souvent, un projet en machine learning est vu comme étant un code informatique prenant comme entrée des données, des étiquettes, et via un processus d'entraînement ou des heuristiques d'entraînement, on peut avoir une prédiction sur des données non vues en entraînement. Ces algorithmes-là peuvent être appliqués sur des données structurées comme des caractéristiques, par exemple, d'une maison. Et on voudrait avoir des étiquettes comme le prix. Et dans le futur, là, on pourrait prédire des maisons non vues dans la base de données, le prix des maisons. Aussi, on pourrait avoir des données comme des images et on veut détecter des fissures de surface. On peut avoir des étiquettes comme des rectangles sur ces images-là et on entraîne un modèle pour prédire des images futures. Aussi sur des clips audio. On peut avoir des petits clips audio avec la transcription de ces clips-là et on pourrait avoir un système de transcription audio qui marche sur des données non vues. Souvent là, on s'intéresse beaucoup au code du machine learning ou ce qu'on appelle les modèles. Donc, on s'intéresse souvent sur les modèles, mais en réalité, il y a plus que le modèle dans un système d'intelligence artificielle. Et peut-être le modèle occupe seulement une sous-partie qui est plutôt restreinte, et on peut avoir d'autres composantes. Et ici, la taille, elle est vraiment proportionnelle au temps alloué à cette tâche-là. En fait, il y a plusieurs autres choses à faire. Tout au long de cette présentation, on va essayer de revoir ça, mais d'une façon plus simplifiée. Ici, ça a vraiment une figure prise d'un article là, de chez Google, mais on va essayer de simplifier un petit peu ça et on va revoir ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va passer rapidement sur le cycle de vie d'un projet en machine learning, mais en production, pas seulement le modèle. En fait, la première étape, c'est vraiment la délimitation du projet. Dans cette étape, on va définir le projet. Et c'est une étape souvent délaissée et on zappe toujours cette étape et on se lance directement dans la modélisation et la création du projet ML, alors qu'il faut vraiment définir ses besoins d'affaires dès le début. Après, il y a une étape qui est liée aux données. Au début, on peut définir les données, établir actuellement, on fait quoi avec ces données-là avant même de voir les solutions d'IA. Il y a une étape très importante, surtout pour les projets en machine learning supervisé. Il faut étiqueter ces données-là, qui est très coûteux en termes de temps et aussi d'argent. Donc, si on a tout ça, on peut commencer à faire la modélisation, donc à sélectionner ou à créer des modèles et à entraîner ces modèles-là. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, il faut analyser et effectuer une analyse de ces modèles-là. Et selon l'analyse, on peut revoir la modélisation et même on peut revenir à l'étape d'étiquetage. Ça pourrait être, on peut avoir des erreurs qui sont liées à l'étiquetage, donc il faut revoir cette étape-là ou bien il faut redéfinir les données ou même revenir à l'étape initiale, la définition du projet. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on appelle cycle de vie d'un projet ML, parce que c'est vraiment cyclique et en fait, c'est un processus qui se répète. Mais il y a aussi une partie très importante, mais souvent laissée comme une partie informatique, c'est le déploiement du modèle en production. Et c'est très important parce que c'est la seule partie apparente du système. C'est ce que le client, par exemple, va voir. On ne va pas voir le modèle ni les données, mais on va voir seulement la partie déployée. C'est vraiment purement technique, logiciel. Mais il y a autre chose qui appartient au déploiement, qui est spécifique à l'intelligence artificielle, c'est la surveillance et l'entretien du système. Parce qu'un système d'intelligence artificielle, c'est vraiment un système vivant qui se modifie au cours du temps. Il faut toujours surveiller si le système marche bien.
C'est une étape très importante et c'est une étape très liée à l'intelligence artificielle. Donc, tout au long de cette présentation, on va revoir ces parties-là, mais on va commencer par la dernière. Donc, on va aller du déploiement vers la définition du projet parce que, à mon sens, c'est vraiment l'ordre d'importance. Parce qu'en fait, le plus important, c'est avoir un projet bien défini. Et en fait, la partie la plus apparente, c'est le modèle déployé. Donc, en fait, on va commencer du déploiement vers la définition du projet. La dernière étape dans un projet, c'est déployer ce projet. Donc, imaginons que j'ai un projet en machine learning qui marche et j'ai des résultats et je veux déployer ça. Déployer un modèle en production, c'est vraiment répondre à des défis techniques, des défis logiciels. Un exemple, par exemple, si j'ai à travailler sur le temps de réponse, si j'ai un système en temps réel ou un système en lot, ça veut dire que, par exemple, si je fais un système de recommandation, il faut avoir un système qui répond rapidement. Ou, par exemple, mon système fait seulement l'inventaire à la fin de journée. Donc, en fait, pas besoin d'avoir un système qui soit très rapide en temps de réponse. Donc, il faut résoudre ces problématiques-là et mesurer, surveiller le temps de réponse du système. Peut-être aussi l'architecture utilisée. Si j'utilise un service client-serveur nuagique ou bien je veux intégrer directement l'application dans un appareil mobile ou dans un navigateur directement. Aussi les ressources informatiques que j'ai. Et est-ce que j'ai les ressources informatiques nécessaires? Est-ce que j'aurais besoin d'autres serveurs? Aussi la latence et le débit qui est relié au temps réel ou le lot, là. En fait, c'est le temps de réponse du système que je dois vérifier. Aussi les historiques des exécutions, parce qu'en fait, par exemple, les utilisateurs vont loguer leur réaction par rapport au système et ça pourrait être un indicateur sur si le système il est bon ou non. Donc, il faut bien loguer. On logue quoi exactement? Aussi, on travaille souvent avec des données qui peuvent être des données sensibles. Donc, il faut avoir la sécurité et la confidentialité du système comme clé dans le déploiement du modèle. Donc, l'autre étape très importante, mais liée au machine learning, c'est la surveillance du modèle. Mais pourquoi on doit surveiller le modèle? Parce que souvent, il y a des changements dans la distribution de données. Donc, on a des données qui changent au fil du temps et on appelle ça la dérive des données. Euh, Par exemple, ces dérives-là peuvent être liées aux problèmes de qualité des données. Par exemple, si j'ai un capteur qui est cassé et maintenant il retourne seulement des valeurs zéro, donc en fait, ça pourrait avoir un impact sur les données que je reçois et ça pourrait erroner les résultats. Ça pourrait être aussi des dérives naturelles de données. Ça veut, par exemple, la variation de température moyenne au cours des saisons. Ça pourrait aussi des modifications de processus en amont. Par exemple, le remplacement d'un capteur, mais le nouveau capteur prend par exemple des mesures en pouces au lieu de mesures en centimètres que le capteur précédent utilise. Donc, on peut avoir un schéma différent, on appelle ça schéma, un schéma différent de données, ce qui pourrait influencer les résultats. Donc, c'est pourquoi il faut toujours surveiller ça. Un autre type de changement, c'est vraiment la tâche pour laquelle le modèle a été conçu, qui pourrait changer. On appelle ça dérive de concept. Un exemple, c'est détecter les spams en fonction de contenu de l'email. Et en fait, les types de spam que les utilisateurs reçoivent changent de manière significative. Et le modèle peut ne plus être en mesure de détecter avec précision les spams. Donc, ça s'appelle dérive de concept. Maintenant, comment on fait pour détecter ces modifications-là, ces problèmes potentiels? Ben, souvent, on fixe des métriques et on crée des tableaux de bord pour surveiller ces métriques-là. Des métriques qui peuvent être des métriques liées aux techniques purement logicielles, comme par exemple, si j'ai un serveur qui est vraiment plein, mais aussi des métriques qui sont liées à l'input.
les données entrantes, comme si j'ai, par exemple, un capteur qui donne toujours des valeurs zéro ou bien un capteur qui change de schéma. Mais aussi, ça pourrait être des métriques qui sont liées au modèle lui-même. Donc ici, je voudrais vous montrer les métriques, ils n'ont pas la même influence sur la qualité du modèle. Ici, on appelle ça le pyramide inversée des métriques à surveiller. En fait, le retour des utilisateurs, c'est plus important qu'avoir d'autres métriques parce qu'au final, l'objectif, c'est de satisfaire aux utilisateurs. Donc, si j'ai la chance d'avoir un retour des utilisateurs, donc il faut prendre ça en compte parce que souvent, un modèle peut donner des bons résultats, mais les utilisateurs ne sont pas satisfaits. Donc, en fait, les métriques peuvent ne pas refléter la qualité du modèle, mais le plus important, c'est de voir le retour des utilisateurs. Après, donc en fait, il faut vérifier les métriques et surveiller les métriques de performance de modèle. En fait, au final, là, on va modéliser un modèle. Donc, en fait, on pourrait suivre ces métriques-là. Mais aussi, il faut suivre les métriques d'affaires. Parce qu'au final, là, on crée un produit. Et il faut trouver un bon compromis entre les métriques de performance et aussi les métriques d'affaires et les objectifs de l'entreprise. Aussi, il faut vérifier la qualité de données, soit le schéma, si j'ai des valeurs qui sont toujours à nul, ou bien des valeurs qui changent au cours de temps. Donc, en fait, il faut vérifier la qualité des données via des métriques spécifiques. Et aussi, l'exemple que j'ai montré, il faut aussi surveiller la dérive des données, dérive de concepts, via aussi des métriques et des quantités qui sont vérifiées, sont créées pour ça. Au final, il y a aussi des métriques qui sont liées au système, comme le server load, qui sont vraiment purement techniques, mais qui peuvent aussi influencer la qualité de système. Par exemple, le temps de retour, parce que si j'ai un temps de retour qui est lent, en fait, il y a des études qui montrent qu'un client ne donne pas une bonne recommandation à un système si il dépasse 3 secondes d'attente. Donc, si j'ai une longue temps d'attente, ça pourrait impacter la première étape dans la pyramide inversée, c'est que le retour des utilisateurs peuvent être mauvaises. Parfait. Donc, ce qui est bon, c'est que actuellement, on peut ne pas faire ça par nous-mêmes. Il y a des outils qui font ça. Par exemple, ici, Datadog et Grafana, qui sont des outils qui peuvent donner là ou loguer tous ces métriques-là et on peut seulement surveiller ça. Donc, ça sont des exemples parmi des milliers d'autres. Donc, après, donc, c'est la modélisation. Donc, c'est l'étape, le cœur d'un projet en machine learning, c'est d'avoir un modèle qui marche. En fait, la modélisation, un modèle en IA prend trois entrées, ce qu'on appelle là, les macro-paramètres d'un modèle IA. Donc, pour améliorer un modèle IA, il faut soit trouver un bon code ou améliorer le code ou le modèle, soit travailler un petit peu sur les hyperparamètres de ce modèle-là, ou bien là, avoir d'autres données. Donc, souvent, ce sont les trois macro-variables à changer pour améliorer la qualité du modèle, la qualité du système IA. En recherche académique, souvent, on va fixer les données et on va essayer à améliorer ou à créer un nouveau algorithme ou en changeant un petit peu les hyperparamètres de cet algorithme-là pour avoir des meilleurs résultats. Et ces approches-là sont appelées des approches basées sur le modèle. En revanche, en production, en fait, souvent ce qu'on fait, on va fixer un algorithme ou un code qu'on voit qui est raisonnable. Et après, on va essayer de retravailler un petit peu les hyperparamètres de ce modèle-là ou de travailler les données qu'on a. Parce qu'en fait, ce sont des données qui ne sont pas statiques, des données qui varient dans le temps. Donc, on va soit augmenter les données, nettoyer les données, avoir des données de meilleure qualité. Et ces approches-là s'appellent approches basées sur les données. Donc, les approches basées sur les données, on fixe un algorithme, mais on change un petit peu ou on améliore les données. Un exemple là donné par le directeur machine learning de chez Tesla,
Pour lui, là, il disait, parce qu'en fait, il était dans les deux, là, l'académie et aussi l'industrie. Pour lui, là, les étudiants en PhD, par exemple, ils utilisent seulement 10% de leur temps à manipuler les données. Soit nettoyer ou bien modifier les données, alors que le reste du temps est vraiment consacré à la modélisation. Alors que en production, c'est vraiment le contraire. La majorité du temps, le trois quarts du temps, plus ou moins, il est vraiment consacré aux données. La création de bases de données, nettoyage, tout ce qui tourne autour des données, alors que seulement le un quart du temps, il est vraiment consacré à la modélisation. Pour revenir à la différence entre recherche académique et modèle basé et approche basée sur le modèle et la production avec l'approche basée aux données, en fait, les exigences et les objectifs sont un peu différents. Souvent, en recherche académique, on a des baselines et on veut améliorer ces baselines-là en se basant sur des données standards qu'on appelle benchmark. Alors qu'en production, ça dépend d'acteurs. Les ingénieurs en machine learning, eux, ils veulent augmenter les métriques de performance, alors que, par exemple, les gestionnaires de l'entreprise, eux, veulent maximiser le prix ou bien maximiser le retour en investissement. Donc, en fait, ça dépend. Donc, il faut trouver le compromis entre les différents acteurs en production. Les données sont statiques en recherche, alors que les données en production sont en constante évolution. C'est pour cela qu'on fait le monitoring dans le déploiement du système. À la priorité de calcul, en recherche académique, toujours, on veut un entraînement rapide pour avoir plus d'entraînement, pour avoir tester plusieurs modèles, donc un DP élevé, alors qu'en production, on veut vraiment la partie apparente, le déploiement, donc on veut seulement avoir une inférence rapide. Donc, on peut passer beaucoup de temps pour l'entraînement, mais il faut avoir une inférence rapide, donc une faible latence. Pour l'équité et l'interprétabilité, en fait, souvent, ce n'est pas le centre d'intérêt de la recherche académique, sauf si c'est vraiment l'objectif de la recherche, alors que c'est vraiment des critères qui sont très importants en production. Donc, il faut avoir des modèles qu'on peut interpréter et aussi, il faut avoir des modèles qui sont... il n'y a pas de biais dans les modèles. Des conseils pour démarrer un projet en machine learning, c'est vraiment, mais en voyant ça comme approche basée sur les données, c'est vraiment de trouver un ou des algorithmes qui vous semblent bons pour la problématique en question. Pas besoin d'en créer un, parce que actuellement il y en a plusieurs qui s'en vont. Même trouver des implémentations pour ça, parce qu'en fait, il y a des implémentations souvent avec les modèles open source. Mais si on a ça, on commence à tester sur les données et améliorer les hyperparamètres du modèle et les données pour avoir des meilleurs résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon algorithme avec des données de très bonne qualité surpasse souvent un très bon algorithme avec des données de mauvaise qualité. Donc, il faut toujours travailler les données que l'algorithme en production. Aussi, la modélisation est un processus itératif. Donc, on a dit qu'il y a un modèle et pour permettre de donner. Donc, on va entraîner ce modèle-là, analyser les erreurs et revoir les données ou bien les hyperparamètres de modèle dans l'approche basée sur les données ou bien le modèle dans l'approche basée sur le modèle. Euh, Aussi, là, en fait, l'étape d'analyse de données, d'analyse des erreurs est très importante parce que en analysant les erreurs, on peut essayer de trouver quelles sont les lacunes dans le modèle ou les données pour améliorer les résultats. Et ce qui est bon, qu'actuellement, là, il y a aussi des outils pour faire ça, ce qu'on appelle des outils de journalisation de modèles. Et en fait, on peut avoir une journalisation d'exécution des modèles, ou des modèles qu'on a, et on peut ainsi analyser les modèles. C'est bon pour la modélisation. On peut passer aux données, qui est une étape aussi très importante, revoir les données et de vérifier que tout est bon avec les données. En fait, par exemple, si j'ai des données images comme ça, avec des instructions d'étiquetage, qu'il faut utiliser des rectangles
pour indiquer la position des chiens dans les images. Un annotateur pourrait donner un étiquetage comme ça, ce qui est bon. Mais un autre pourrait aussi donner un étiquetage comme ça, et ce qui est aussi bon. Un troisième pourrait même faire comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, il a suivi l'instruction d'étiquetage. Les trois annotateurs sont corrects, mais le problème, c'est qu'une annotation comme ça pourrait influencer les résultats et même avoir des mauvais résultats. Si j'ai, par exemple, 30% des annotateurs font des annotations comme le premier, 30 comme le deuxième et le reste comme le troisième annotateur. Donc, en fait, on a des confusions dans la notation de base de données, ce qui va influencer les résultats finaux. Donc, en fait, il faut vraiment travailler les instructions d'étiquetage. Un autre exemple, par exemple, si je veux annoter des fissures avec des rectangles, le premier annotateur pourra faire ça, ce qui est bon, mais un autre pourrait aussi faire une annotation pareille, ce qui est aussi correct selon l'instruction d'étiquetage. Donc ici aussi, il faut revoir la façon avec laquelle on a donné l'instruction. Par exemple, on peut donner une contrainte sur la taille des fissures. On peut, par exemple, on peut pas annoter les fissures qui dépassent les 3 mm. Avec ça, on peut résoudre ce problème-là. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que annoter les données, ce n'est pas une tâche facile. Donc, surtout, il faut avoir là des instructions qui sont précises pour avoir des qualités d'annotation, des annotations de bonne qualité qui peuvent influencer les résultats finaux. Donc, en fait, les données, on a deux types de données. On a parlé de ça au début. Là, on a les données non structurées, comme les inspections visuelles là, de structure. Si j'ai seulement 100 images, donc j'ai des données non structurées, mais à petite quantité. Mais si je veux estimer les prix des maisons là, dans une région, à partir de seulement 50 exemples, j'ai des données structurées avec un peu de données. Je peux aussi avoir là des données non structurées de grande quantité, comme la reconnaissance de parole avec 50 millions d'exemples d'entraînement, ou aussi des systèmes structurés avec grandes données, comme les systèmes de recommandation pour un site de commerce avec 1 million d'utilisateurs. Ce qui caractérise les données structurées, c'est qu'un être humain pourrait étiqueter les données et on peut aussi augmenter et simuler d'autres données. Donc, si j'ai des problèmes de quantité de données, je peux simuler ou bien augmenter les données que j'ai. Alors que pour les données structurées, c'est difficile à obtenir ou simuler d'autres données. Et un annotateur humain, souvent, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas annoter des données structurées. Pour les données, les caractéristiques des données, le petit jeu de données, en fait, un étiquetage rigoureux est critique. Aussi, on peut vérifier manuellement, puisque je n'ai pas beaucoup de données, je peux vérifier manuellement les données et même corriger les étiquettes. Et aussi, je sais qui a étiqueté, parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de données, donc en fait, le nombre de personnes qui ont étiqueté ça est vraiment restreint. Alors que si j'ai un grand nombre de données, jeux de données, en fait, l'étiquetage doit être bien documenté et unifié parce qu'en fait, souvent, il est étiqueté par un grand nombre de personnes. Maintenant, comment différencier un petit jeu de données et un grand jeu de données? Moi, je dirais, par exemple, le 10 000, ça pourrait être plus ou moins. Et en fait, la réponse à ça, c'est vraiment si je peux faire les trois questions que j'ai posées pour le petit jeu de données, ça veut dire que avec les données, que le nombre que j'ai, est-ce que je peux étiqueter rigoureusement les données? Est-ce que je peux vérifier manuellement par image ou donnée par donnée les données que j'ai? Est-ce que les personnes qui ont étiqueté ça, est-ce que c'est vraiment un nombre restreint, donc je pourrais les mettre en communication? Donc, si j'ai ces caractéristiques-là, ça veut dire que j'ai un petit nombre de données, que je peux le maîtriser. Si je ne peux pas faire ça, ça veut dire que j'ai beaucoup de données, j'ai outsourcé l'étiquetage, je ne sais pas qui a étiqueté les données, donc j'ai un grand nombre de données. Il faut que j'écris les instructions d'étiquetage d'une manière claire et unifiée.
Une autre question, c'est vraiment combien de temps faudrait-il attendre pour obtenir des données nécessaires? Ben, la réponse, c'est vraiment le plus tôt possible parce qu'il faut toujours entrer rapidement dans le cycle d'entraînement qu'on a présenté dans l'étape précédente. Et en fait, la réponse, c'est vraiment entrer dans ce cycle le plus rapidement possible. Et au lieu de se demander combien de temps faudrait-il attendre pour obtenir des données nécessaires, il faut demander combien de données peut-on avoir en 15 jours et commencer après 15 jours. Donc, en fait, il faut directement commencer parce que c'est un processus itératif. Il ne faut pas attendre des semaines pour commencer à faire ça. Pour l'étiquetage des données, il y a plusieurs façons. Soit si j'ai un petit nombre de données, donc en fait, je peux faire ça in-house. Sinon, je peux faire ce qu'on appelle outsourcing ou crowdsourcing. Donc, ce sont des manières de faire l'étiquetage. Qui est qualifié pour faire l'étiquetage? Donc, en fait, ça dépend du cas d'utilisation. Si j'ai par exemple un système de reconnaissance vocale, donc tout locuteur natif pourrait faire l'étiquetage, alors que pour détecter des fissures dans des structures ou bien dans le domaine médical avec l'imagerie médicale, une expertise dans le domaine est vraiment requise. Tandis que pour le système de recommandation et les données structurées, l'étiquetage est parfois impossible. Donc, ça dépend vraiment du domaine. En fait, si j'ai terminé, j'ai les données, j'ai tout, en fait, on va revenir maintenant à l'étape que je vois, l'étape importante, le point de départ d'un projet en machine learning, c'est la délimitation du projet. La délimitation du projet est souvent une étape délaissée, mais il faut vraiment passer du temps. La première chose à faire, c'est vraiment de se demander quels sont les problèmes d'affaires. Il ne faut pas réfléchir aux solutions ou il ne faut pas réfléchir qu'on doit faire ça avec l'IA, mais il faut se demander quels sont les problèmes d'affaires. Par exemple, quels sont les 3 problèmes d'affaires qu'on veut résoudre, mis à part là, les solutions possibles. Et donc, dans cette étape-là, il faut seulement penser à faire. Si j'ai ça, on peut passer à l'étape suivante qui est proposer des solutions IA. Donc, trouver dans la littérature quelles sont les solutions possibles pour résoudre les problématiques d'affaires fixées. Et ici, il faut impliquer les experts en IA et chercher les solutions possibles de ces modèles-là. Si j'ai des solutions, donc en fait, on va étudier la faisabilité de ces solutions-là et aussi les valeurs, surtout les valeurs éthiques. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a des biais dans mes données? Comment corriger ça? Et trouver les bons compromis entre la faisabilité et les valeurs qui vont engendrer de ce modèle-là. Si j'ai ça, donc on peut maintenant planifier le projet, donc en fixant les jalons du projet. Et on peut fixer les jalons du projet en fixant des métriques qui sont liées à l'affaire, qu'on peut surveiller après dans l'étape déploiement qu'on a discuté au début de la présentation. Donc, c'est au début qu'on doit fixer ça. On doit fixer quelles sont les métriques qu'on doit suivre pour l'évolution du projet. Et si j'ai ça, je peux fixer des échelons dans ma production. Par exemple, il faut avoir telle valeur pour ce métrique-là dans les 3 prochains mois, après améliorer ça, après améliorer ça. Donc, il faut, dans cette étape-là, fixer ces métriques à suivre. Si j'ai tout ça, donc j'aurai une idée sur le budget et les ressources nécessaires en tant que ressources humaines ou ressources financières. Donc, préparer ces ressources-là pour le bon déroulement du projet. Donc, voici en revue là, tout le processus, mais avec une vision plutôt production qui est basée sur les données. Donc, voici les 4 étapes: délimitation, données, modélisation et déploiement. J'ai essayé de passer sur ça brièvement pour ne pas tarder dans la présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai terminé ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.